Alors, en 1981, Spielberg est déjà un réalisateur immensément connu, puisqu'il a commencé avec son second film, Les Dents de la Mer, qui a été un immense succès, et il a enchaîné avec Rencontre du troisième type, son premier film sur les extraterrestres, qui va avoir beaucoup de liens avec E.T. Et après le grand succès de Rencontre du troisième type, on lui demande d'écrire une suite à laquelle il réfléchit durant le tournage du nouveau succès qu'il est en train de mettre en place, et qui est Les Aventuriers de l'Arche perdue, donc le premier volet d'Indiana Jones. Il pense au départ à une suite qui mettrait en scène l'agression d'une maison par 5 extraterrestres durant une nuit, ça s'appelle Night Skies, et finalement il renonce parce qu'il a envie de prolonger les thèmes qui ont été vus dans Rencontre du troisième type et qui sont davantage des thèmes sur la relation intime qu'on peut avoir avec l'alien, avec l'extraterrestre. Et ce serait François Truffaut qui, durant le tournage de Rencontre du troisième type, lui dit qu'il devrait absolument tourner avec des enfants et faire un film là-dessus. Donc Spielberg renonce à cette idée d'extraterrestre agressif. Il y reviendra plus tard dans sa carrière, notamment avec La Guerre des Mondes. Et il décide de s'atteler à un film qu'il a envie de faire depuis longtemps, qui est un film autobiographique qui parlerait de son enfance et notamment du traumatisme qu'il a vécu suite à la séparation de ses parents et au départ de son père. Et il va décider de mêler en fait de façon assez originale les deux thématiques et de faire un film qui soit très intimiste et en même temps qui évoque cette thématique de la science-fiction. Donc il y a deux événements marquants dans l'enfance de Spielberg qu'on revoit assez longuement dans sa filmographie. Le premier, un événement où il est tout petit encore en poussette et où il reste complètement tétanisé lors d'une visite dans une synagogue par la lumière rouge qui se dégage du sanctuaire. Et cette lumière rouge qu'on voit dans le film, notamment le cœur de l'extraterrestre, est un motif assez récurrent dans son esthétique. Et un autre, c'est son père, justement, avant qu'il ne s'en aille, qui en pleine nuit, une fois le réveille et l'emmène voir une pluie de météorites dans la voûte céleste. C'est quelque chose qui va énormément le marquer, une fascination qu'il va avoir envie de faire ressurgir dans les thèmes qu'il aborde. Et, bien entendu, donc, ce divorce-là. Donc il fait appel à une scénariste, Melissa Mathison, qui lui propose un premier jet qui lui paraît totalement adaptable, et il va mettre en place ce film, qui est un projet assez original déjà pour l'époque, puisque c'est un projet qui se fait sans adaptation d'un best-seller, ce qui est généralement une garantie pour les studios, et aussi sans grande tête d'affiche. Donc c'est un pari un petit peu pour Spielberg, qui ne sait pas exactement quel retentissement il va avoir, même si il est déjà attendu, et si tous ses films précédents ont été de grands succès. Comme il tourne beaucoup avec des enfants, il va y avoir un tournage aménagé, et ça aussi c'est pas dans les habitudes du cahier des charges d'un tournage. Tout le tournage va se tourner selon l'ordre chronologique des scènes, de manière à ce que les enfants puissent avoir de bons repères par rapport aux émotions et par rapport à la progression du récit. Et l'ambiance est extrêmement familiale. Spielberg dit d'ailleurs dans des interviews que ça a été pour lui une forme d'initiation un peu à la paternité. Drew Barrymore, donc, qui joue Gertie et qui aura une grande carrière après dans le cinéma, et sa filleule. Et donc il fait connaissance avec les enfants, il leur parle énormément, il joue beaucoup avec eux, et il leur permet d'improviser certains passages. C'est notamment le cas dans la scène où Elliot présente tous ses jouets sur la table. Ce sont des jouets qui lui appartiennent réellement, et il lui a dit de faire comme s'il présentait réellement ses jouets à quelqu'un, à un ami qu'il connaîtrait. Et donc il instaure une grande complicité avec eux, et ça lui permet d'obtenir vraiment ce qu'il veut en matière de direction d'acteur. Et il y a des lois très précises sur le travail des enfants qui font qu'ils n'ont pas le droit de travailler un trop grand nombre d'heures par jour, et dès qu'il y a une interruption de construction de décors, etc., les enfants doivent aller en cours. Donc de temps en temps ils ont 20 minutes de pause et ils doivent aller faire cours dans la salle d'à côté, et donc c'est une espèce d'aventure comme ça qui leur permet à la fois de rester à l'école et de faire ce tournage. Bon, il y a un grand travail évidemment technique sur toute la créature d'E.T. Donc c'est le design a demandé vraiment de très nombreuses recherches, et ils ont fini par opter pour un mix entre plusieurs visages. Il y a Albert Einstein qui a été une source d'inspiration pour le visage,
un poète aussi américain qui s'appelle Sandberg et le chat du propre concepteur de la marionnette, qui aurait beaucoup influencé les traits de visage. À l'époque, évidemment, on n'a pas d'image de synthèse, donc tout est géré par ce qu'on appelle l'animatronique, c'est-à-dire que c'est une créature de latex qui est radio-guidée avec un certain nombre de mouvements. Et le reste du temps, il y a plusieurs personnes qui vont enfiler le costume, soit des personnes de très petite taille dans toutes les scènes où ils doivent se déplacer. Il y a aussi un adolescent qui est né sans jambes, handicapé, qui va justement se glisser dans cette enveloppe, et une mime qui fait toutes les parties avec les mains, parce que ça, ils n'ont absolument pas les capacités de téléguider à distance ces mouvements extrêmement précis. Et la voix est un mixage de plusieurs personnes, mais c'est surtout une femme assez âgée qui finit par prêter sa voix, qui est légèrement remixée pour être un petit peu plus grave, et on ajoute un grand nombre de respirations aussi d'animaux pour avoir cette singularité. Le travail aussi de Spielberg se fait sur la musique, une partition extrêmement célèbre d'un compositeur qui n'est pas moi, qui est John Williams, qui travaille depuis le début en fait avec Spielberg. Il a fait déjà Les Dents de la Mer, et il va faire la quasi-totalité des films de Spielberg. Et en plus, lorsqu'il ne travaille pas avec Spielberg, il travaille avec George Lucas sur Star Wars, ce qui fait que c'est quelqu'un qui a une très grande partition à son actif. Et les séances de travail avec Spielberg sont extrêmement intéressantes. On voit John Williams qui lui propose des thèmes au piano, et Spielberg qui réfléchit à la manière dont on va pouvoir les disposer sur le déroulé du film. Une fois que la partition est construite, comme c'est le cas pour toute session d'enregistrement, vous avez un orchestre symphonique et le film qui passe à l'écran, et on essaye de synchroniser les parties avec l'image. Et il y a des points d'accès comme ça qui doivent être des repères précis où la partition arrive à un point précis. C'est notamment le cas lorsque Elliot vole pour la première fois et qu'il va passer devant la Lune. C'est la première fois en fait qu'on a ce motif qui ensuite va revenir, qui est vraiment le thème principal du film. Et il y a tellement de points d'accès d'une telle précision que l'orchestre n'arrive pas à synchroniser. Et Spielberg lui dit, bon, on arrête l'idée de faire la musique avec le film derrière. Vous faites toute la partition sans image, et quand tu as la meilleure partie enregistrée, tu me la donnes. Ce que va faire donc John Williams, et fait très inhabituel, Spielberg va remonter le film à partir de la musique. Finalement, c'est l'inverse. Et c'est vrai qu'on le sent vraiment, surtout sur la fin. On est vraiment dans quelque chose de très opératique, où tout est absolument calé, correspond à des motifs précis, et on a quelque chose qui devient de plus en plus grandiose à mesure que le film avance. Le film donc est prêt en 1982. Spielberg pense s'adresser à un public type de ceux qui vont voir les films de Disney, sachant qu'à l'époque, on est dans les années 80, Disney est vraiment dans une phase où ça va pas très fort, donc qui s'attend à un succès pour les enfants, mais qui n'ira pas plus loin. Les avant-premières aux États-Unis se passent très bien, et le film fait la clôture du Festival de Cannes en 82, dans une séance hors compétition. Et là, c'est un triomphe, et Spielberg se rend compte que le film aura du succès non seulement aussi auprès des adultes, mais aussi auprès d'un public non américain, ce qui n'était pas du tout une garantie pour lui, parce qu'on reviendra sur la dimension profondément américaine justement du film. Le film est un succès colossal, il bat le tenant du titre à l'époque, qui est justement l'épisode 4 de Star Wars, qui est sorti en 1977, et il devient le film le plus rentable de tous les temps, et il va garder ce record pendant 11 ans, jusqu'à être détrôné par Jurassic Park du même Spielberg, qui va continuer d'enchaîner les succès. Le film est un véritable phénomène mondial, et il met en place toute une série d'éléments qui vont devenir la marque de fabrique des grands blockbusters et des politiques économiques des studios. Vous avez, donc le film, j'ai oublié de le dire, remporte quand même 4 Oscars, celui de la meilleure musique de John Williams, mais aussi celui du son, des effets spéciaux et du mixage. Et économiquement, il y a d'autres retombées. Spielberg expérimente le placement de produits, vous l'avez vu,
on insiste beaucoup sur le Coca-Cola notamment. Il y a une vingtaine de marques qui sont représentées et c'est quelque chose qui va évidemment permettre une exposition des produits. Il y a notamment des bonbons là qu'on voit, hein, qui sont des bonbons au beurre de cacahuète qui bondissent de 65% à la suite de la diffusion du film. Et donc Spielberg, là aussi, va reprendre cette formule. Pour Minority Report, à titre d'exemple, une vingtaine d'années plus tard, il y a une quarantaine de placements de produits et ce seul placement-là apportera 25 millions de dollars supplémentaires pour le budget du film. Donc c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. Autre élément très important, les produits dérivés, tout le merchandising. Alors là, il a été devancé par Star Wars, et dans son sillage, il va y avoir une inondation de peluches, de tout objet dérivé du film qui vont là aussi être une grande source de revenus. Le film ressort en 2002, et ça c'est assez intéressant par rapport justement à l'évolution aussi du cinéma hollywoodien. Pour les 20 ans, pour le 20e anniversaire du film, le film subit un toilettage, on va dire. C'est l'occasion pour John Williams de proposer une projection avec orchestre symphonique à Los Angeles qui joue la partition justement en direct pendant la diffusion du film. Ce qu'on retrouve maintenant depuis, hein, on a des séances maintenant de grands spectacles. On fait ça pour Harry Potter ou pour Le Seigneur des Anneaux, où vous avez un orchestre qui joue la bande originale. Et à cette occasion-là, Spielberg cède justement à ce qui a révolutionné son propre cinéma en 1993, c'est justement l'image de synthèse. Donc il va introduire quelques scènes dans lesquelles l'image de synthèse va permettre des ajouts. Il y a notamment une scène supplémentaire dans laquelle E.T. prend un bain qui n'était pas jugée satisfaisante au moment du premier montage. Des retouches aussi sur ses lèvres, qui paraissent plus fluides et plus en adéquation avec le langage. Mais aussi les scènes où on voit les agents du gouvernement qui ont des pistolets, les pistolets sont gommés au profit de Talkie-Walkie, donc il y a une espèce de politiquement correct qui s'installe, et donc ça suscite un certain nombre de commentaires à l'époque de la ressortie. Et finalement, Spielberg, quelques années plus tard, finira par désavouer cette version et préconiser de voir l'original, celle que vous avez vue ce soir. Et donc, ce recours-là à l'image de synthèse, c'est ce qu'a fait évidemment son ami George Lucas, hein, avec la nouvelle trilogie de Star Wars, les épisodes 1, 2, 3, qui là font la part belle aux effets spéciaux numériques, et les ressorties incessantes des épisodes 4, 5, 6, qui eux-mêmes ont subi de lourdes modifications du fait de l'image de synthèse avec un certain nombre d'incrustations. Donc le film, comme je le disais, est une sorte de prolongement à Rencontre du troisième type. Mais Rencontre du troisième type, c'est l'histoire de la découverte progressive des aliens par des adultes, et notamment par un père qui va, et ça aussi c'est très autobiographique, qui va abandonner sa famille et qui finit par vraiment partir avec le vaisseau, en laissant sa famille en plan sur la Terre, fasciné qu'il est par la vie extraterrestre. E.T., c'est la dimension enfantine. Et la grande différence entre le point commun, d'abord, c'est évidemment qu'on a l'idée d'aliens qui soient des aliens pacifistes, hein, qui viennent dans une idée d'exploration, de contact, quelque chose de tout à fait amical. Donc ça, c'est un prolongement. En revanche, la différence, c'est que autant dans Rencontre du troisième type, on est dans quelque chose qui est de l'ordre de la fascination, du mystère pendant très longtemps avant une révélation finale, autant c'est exactement l'inverse dans E.T., puisqu'on est dans un univers de contes où, dès le départ, on nous présente le vaisseau spatial et les créatures comme étant une évidence qui ne suscitera aucun questionnement. Donc on est dans un univers du conte et dans même une sorte de renversement, puisque ce sont les extraterrestres qui arrivent sur Terre et qui semblent fascinés par notre normalité. Ils font des prélèvements sur nos végétaux et on a cette très belle image de la créature qui contemple la ville, cette ville qui est absolument gigantesque et qui pourrait faire penser d'ailleurs au vaisseau final dans Rencontre du troisième type, quelque chose de fascinant qui là justement semble être un domaine de science-fiction et d'imaginaire. Donc ce renversement est très intéressant et toute la thématique du conte, on va la retrouver dans le film. Vous avez cette grande forêt de départ avec ces séquoias géants et puis tous les éléments du conte, on les retrouve à travers l'idée du petit poucet, il sème les bonbons par exemple, il y a le conte de Peter Pan qui est lu par la mère, et puis toute cette thématique d'Halloween avec cet imaginaire qui envahit la ville.
Donc Spielberg assume parfaitement cette idée-là. Et d'un autre côté, il y a justement quelque chose qui va beaucoup l'intéresser et qui probablement contribue au très grand succès du film, c'est le fait d'inscrire ça dans un cadre d'une très grande normalité. C'est cette fameuse banlieue américaine, hein, avec cette cellule familiale qui représente tout ce que sont les années 80 et qui représente aussi une part de l'enfance de Spielberg lui-même, qui apparemment aurait fait reconstituer la chambre d'Eliot comme étant vraiment similaire à celle qui était la sienne quand il avait son âge. Et il y a un grand travail sur le recours justement à toute cette vie, la vie de l'école, le bus jaune, etc. Tous ces éléments typiquement de la culture américaine, et une fascination aussi pour les objets qu'on a vraiment partout, sur lesquels on insiste beaucoup, et qui vont voilà, être autant de repères dans le quotidien de cette famille-là, et notamment dans la chambre du jeune homme qui est peuplée de tas de peluches, de tas de jouets qui font vraiment son identité. Et progressivement, cette normalité, elle va se retrouver transformée, même sublimée par le rapport justement à cet être venu d'ailleurs. Si on voit, hein, on a un grand travail aussi pour parler de ce foyer-là qui est sur les lumières. Et les lumières sont très importantes dans tout le film. D'abord, c'est cette lumière justement extraterrestre, puis la lumière des lampes torches, et enfin toutes les lumières intérieures, avec un grand travail sur ces clairs-obscurs, les stores, etc., qui créent toujours de manière fondamentale une intimité dans laquelle les enfants se retrouvent en secret. Et cette lumière va évoluer progressivement jusqu'à cette grande lumière naturelle de la Lune, puis le retour du vaisseau, et évidemment la lumière qu'on a sur le doigt d'E.T. et ce cœur rouge qui va lui donner un nouveau sens, une lumière de plus en plus mystique, on pourrait dire. Et les objets eux-mêmes vont être transformés, puisque le vélo va pouvoir voler, puisque l'assemblage de tous les objets divers va devenir un outil de communication avec le cosmos. Donc il y a cette progression de la normalité vers l'imaginaire et vers le merveilleux. C'est évidemment aussi E.T., un film sur l'enfance, et sur le passage de l'enfance à l'adolescence, avec un nouveau regard qui là aussi va être d'une grande influence sur tous les films à venir. On ne compte pas le nombre de films qui ont suivi directement dans les années qui suivent, mais même des décennies plus tard, sur la bande d'enfants qui est en contact avec le paranormal et dans un monde parallèle aux adultes. Elliot, c'est l'enfant qu'on ne croit pas au départ, c'est celui qui, dans le jeu de rôle du départ, ne peut pas être le maître du jeu, il est mis à l'écart par son grand frère parce qu'il n'est pas suffisamment grand, et qui progressivement, évidemment, va subir une sorte de rite de passage sur plusieurs domaines. Il va devenir le maître du jeu, très clairement, puisque c'est lui qui va mener toute cette odyssée. Il va aussi apprendre à embrasser une fille, grâce à son contact avec la créature, et s'affranchir aussi du monde des adultes, et s'affranchir peut-être aussi de ce traumatisme, en tout cas essayer de l'accepter un petit peu de l'absence de cette figure, de l'absence du père. Et ce sur quoi Spielberg insiste beaucoup, ce sera un des thèmes qu'on retrouvera dans un très grand nombre de ses films, c'est justement la capacité qu'ont les enfants à l'ouverture vers le surnaturel et le merveilleux. D'où ce passage très intéressant de montage alterné entre la mère qui lit Peter Pan à Gertie et qui lui explique la nécessité de la croyance dans la magie pour pouvoir avoir les yeux grands ouverts, si vous voulez, et cette scène simultanée où effectivement le surnaturel est en train de se passer dans la réalité au sein même de cette maison. Et d'où aussi la nécessité qu'ont les enfants de vivre par eux-mêmes à l'écart du monde des adultes pour pouvoir faire perdurer ce merveilleux. C'est le cas quand les grands frères disent à Gertie que les adultes ne peuvent pas voir ce qui est faux dans le film, mais qui effectivement symboliquement est très juste. Parce que le monde des adultes, tel qu'il est représenté par Spielberg, il est aussi entre deux grandes tendances. La première, c'est celle de la frayeur. On se rend compte, dès l'arrivée d'E.T. dans la forêt, que finalement, ceux qui font peur, ce ne sont pas les extraterrestres, ce sont les humains et les adultes. Et pendant tout le film, jusqu'à un moment très avancé, on ne verra aucun visage d'adulte.
toute la mise en scène est tout le temps morcelée de manière à ce que on ne voit. Alors il y a ce fameux trousseau de clés qui est un recours qui nous permet de personnifier une des fonctions, une de ces silhouettes. Mais sinon, on ne voit jamais de visage, on ne voit que des silhouettes, ces lampes torches extrêmement agressives, encore une lumière qui, elle, justement, vient balayer, vient chercher, vient traquer. Et l'irruption de ces voitures est ce qui réellement suscite la peur, et qui va créer justement un récit parallèle qui va permettre de créer une tension. À intervalles réguliers, on revoit ces figures invisibles qui observent, qui écoutent, qui sont à distance et qui progressivement encerclent la maison, jusqu'à envahir totalement la maison. Et c'est très intéressant de voir que finalement, la réelle scène d'invasion, elle se fait par les humains, chez d'autres humains, avec ces scaphandres-là qui arrivent et qui sont réellement effrayants. Et qui vont complètement modifier l'intérieur. L'intérieur va devenir blafard, plastifié, clinique, et on va se retrouver dans le monde des adultes, et un monde des adultes qui non seulement cause la peur, mais en plus se manifeste par son ignorance. Si on regarde les nombreux adultes, ce sont des adultes qui sont toujours impuissants. Alors vous avez l'exemple du professeur, que pareil, on ne verra jamais, dans cette scène totalement chaotique avec les grenouilles. Vous avez aussi l'exemple de la mère, dans cette scène très comique où elle est rivée à son frigo et elle ne voit pas E.T. Et à plusieurs moments, il y a tout un ballet comique qui permet qu'à chaque fois, il échappe à son regard. Et si on regarde la mère, en gros, son seul centre d'intérêt, c'est le frigo, et elle passe son temps à être éclairée par lui, comme si c'était son phare à elle dans la nuit, et son unique préoccupation, et c'est elle de faire manger ses enfants. Et elle est rivée à tout ce qui est de l'ordre du fonctionnel, et non du merveilleux. Et de l'autre côté, vous avez l'homme aux clés, qui, là aussi, assez ironiquement, ce trousseau de clés semble être une espèce d'antithèse de sa fonction, puisqu'il passe son temps à ne pas trouver, et lorsqu'il trouve, eh bien, il avoue qu'il est totalement dépassé, et il ne contribuera en rien à la résolution de quoi que ce soit. Au contraire, il est un spectateur. Et quand la seule fois où il parle, il pourrait devenir une figure paternelle, clairement, pour Elliot, mais il dit en gros que grâce à Elliot, il régresse à l'enfance, et il dit qu'il attend ça depuis qu'il a 10 ans. Et que tout ce qui arrive lui permet, si vous voulez, d'évoluer vers un retour à son enfance. Ce qui est vraiment un petit peu le grand message du film. Et dernier point, évidemment, les médecins, qui, là aussi, ne font que constater impuissants des choses, et ils ont beau avoir tout le vocabulaire technique du monde, la science avoue très clairement ses limites. Les médecins qui d'ailleurs étaient joués par de véritables médecins, toute cette scène-là, Spielberg a convoqué tout un staff hospitalier et il leur a demandé d'avoir tout le vocabulaire qu'ils auraient dans une telle situation, de manière à donner un aspect documentaire et qui vient totalement trancher avec tout l'univers de la comédie et des enfants, de la tendresse qu'on avait juste avant. Donc, après ce monde des adultes, donc, ce qui provoque forcément une séparation par rapport à celui des enfants, il y a la relation évidemment entre Elliot et E.T., qui est une relation fusionnelle dans tous les sens du terme. Alors, si vous prenez la première et la dernière lettre d'Elliot, vous avez E.T. déjà, ils sont destinés, il le dit toujours, il est venu à moi. Et E.T. semble être effectivement en connexion, il a déjà des points communs, ils sont tous les deux séparés des leurs. E.T. ne retrouve pas sa famille, passe son temps à vouloir retourner chez lui. On pourrait y voir d'ailleurs dans cette famille américaine, certains y ont vu la figure du migrant, celui que l'Amérique est prête à assimiler, à accueillir, et qui se fait une gloire de justement pouvoir être une terre d'accueil. Et en même temps, c'est aussi le point commun de la curiosité. On voit clairement qu'ils ont tous les deux la même envie de découverte. Elliot ne renonce pas lorsqu'il l'a vu la première fois, il veut absolument le retrouver. Et les premiers contacts entre eux sont des contacts qui vont être des contacts de miroir. La scène un peu effrayante où ils se font face dans les maïs, on a un double point de vue interne, c'est-à-dire deux caméras subjectives où on a un cri, puis un cri qui répond à un autre cri, et une frayeur qui finalement est similaire. Et lorsqu'ils se voient ensuite l'un en face de l'autre, ils procèdent par mimétisme et font exactement les mêmes gestes. Et dès le départ, quand il a sommeil, l'autre a envie de s'endormir. Et donc ensuite, on a une espèce de fusion entre les deux qui va permettre une double initiation, puisque E.T. lui-même apprend du monde. Il apprend à parler, il apprend à reconnaître les autres, il apprend à communiquer, et il va se nourrir de toute cette culture du foyer américain pour pouvoir découvrir ce que serait l'humanité.
et en même temps, il va initier Elliot à de nouvelles choses. Donc il est évident, hein, on ne peut pas faire l'impasse sur toute la dimension christique qu'on peut voir dans E.T. C'est vrai que quand on regarde le nombre de parallèles, c'est assez impressionnant. On a quelqu'un qui voilà, vient d'ailleurs, qui va apporter beaucoup aux hommes. La mère d'ailleurs s'appelle Marie, il l'appelle maman quand il est dans la salle de bain. Il va accomplir une série de miracles. Elliot va lui dire qu'il croira toujours en lui. Il meurt, il ressuscite, il retourne au ciel. Bon, on a vraiment un très grand nombre de parallèles qui, évidemment, accentuent cette idée de la croyance. Mais il ne faut pas s'arrêter à ce parallèle uniquement, c'en est un parmi d'autres. Ce qui est le plus intéressant, c'est tous les intertextes qu'on a en fait dans l'œuvre. Parce que quand on regarde le film, on se rend compte que vous avez cet intertexte vraiment chrétien qui est évident, mais on en a aussi tout un nombre avec une référence permanente à la pop culture. Spielberg appartient à cette génération du nouvel Hollywood qui sont des cinéphiles avant d'être des cinéastes et qui passent leur temps à citer des films. Alors Spielberg cite clairement sa culture, vous avez les comics avec Buck Rogers, vous avez aussi plusieurs vieux films, notamment le très beau film de John Ford, avec John Wayne dans L'Homme Tranquille, qui parvient à embrasser Maureen O'Hara et qui va créer un parallèle, et on a une sorte de porosité de plus en plus grande entre le monde du cinéma et le monde réel, et donc une sorte de comédie musicale comme ça qui arrive. Et l'apprentissage d'E.T. se fait par toute la culture américaine. Il rencontre la télévision, les comics, il apprend à écrire grâce à la télé, enfin à prononcer les lettres, il a cette fameuse dictée magique qui va lui permettre de communiquer, etc. Et donc vous avez quelque chose de très intéressant, c'est que Spielberg se réfère à des mythologies en même temps qu'il en crée une nouvelle. Et très clairement, on est au début des années 80, Spielberg, probablement sans le savoir, est en train de mettre en place cette grande mythologie qui va se diffuser dans le monde entier de ce que serait la culture américaine. Vous en avez vraiment l'essence même dans tout le film. Et c'est une culture qui commence à devenir autoréférentielle. Exemple, les références à Star Wars. Vous avez les petits jouets, vous avez le croisement évidemment avec Yoda, où il dit en gros Home, c'est de là que je viens. Donc un clin d'œil de Spielberg à l'ami George Lucas. On peut se demander d'ailleurs si c'est pas aussi un placement de produit. Il y a toujours un peu de cynisme aussi quand même là-dedans. Et d'ailleurs, Lucas lui rendra la politesse, puisque dans l'épisode 1, il y aura dans le scénario intergalactique à un moment E.T., un membre de la race d'E.T. qui est présent. Petit endroit, il faut vraiment le savoir pour le voir, mais en tout cas, il y aura ce retour, si vous voulez. Et donc, on a un univers qui se crée, qui est celui de la pop culture, très clairement, et E.T. est celui qui, justement, apprend ce qu'est l'humanité par le biais de la pop culture, de la culture populaire. Et ça en devient une sorte d'école du regard, à la fois pour E.T., mais aussi pour Elliot, qui va apprendre à voir différemment les choses. Et on se retrouve à la fin du film avec cette fermeture à l'iris sur E.T., qui disparaît de la vue, mais qui, bien entendu, fidèle à tout ce qui a été dit de manière assez appuyée pendant tout le film, va rester dans les cœurs, va rester dans les esprits, va rester dans l'imaginaire à la fois des enfants et même des adultes. Et à la fin du film, Spielberg a pu très clairement mettre en place sa démonstration. Dans sa science-fiction, ce qui importe le plus pour lui, c'est clairement la fiction et l'imaginaire. Il le remontrera à travers notamment son adaptation de Peter Pan, mais en tout cas pour lui, l'imaginaire est fondamental. Il y aura d'autres éléments dans sa carrière où il accentuera l'aspect scientifique. On peut le voir à travers le cauchemar technologique de Minority Report, par exemple. Mais là, pour le moment, il milite pour le merveilleux, pour l'histoire et pour la capacité qu'on aurait à affronter, après avoir été émerveillé, à affronter la dure réalité, notamment celle d'un foyer dénué de père. Voilà pour ce film. Merci de votre attention.